C'est pour aller plus loin dans l'analyse des conséquences du succès ou de l'échec de l'offensive kievienne que je reçois Sylvain Ferreira, historien, journaliste, consultant TV. Bonjour Sylvain Ferreira. Bonjour, Bienvenue sur RT en français. merci de m'accueillir. Et évidemment, ma première question, quelle est aujourd'hui la situation sur le front en Ukraine ? Alors aujourd'hui, la situation sur le front en Ukraine, elle est double. D'un côté, on constate de manière quasiment unanime au milieu des observateurs l'échec de la contre-offensive annoncée depuis longtemps par les Ukrainiens dans le secteur de Zaporizhzhia et puis dans le secteur du sud de Donetsk. Et puis, à la grande surprise de ces mêmes observateurs, on assiste à un développement offensif dans la partie nord du front, dans le secteur de Louhansk, où les Russes ont repris un peu l'initiative depuis maintenant une quinzaine de jours. Voyons les choses plus en détail maintenant. Quelle est la situation exacte? Qu'est-ce qui se passe dans la région de Zaporozhye, sur le front sud et également sur le front sud de la République populaire de Donetsk? Pourquoi est-ce que l'armée ukrainienne n'avance pas? Alors, comme je l'avais vu depuis le printemps, par rapport à la façon dont les Russes ont installé leur système défensif, la fameuse ligne Surovikin, on risquait de se retrouver dans une situation qui, au hasard de l'histoire, allait ressembler comme deux gouttes d'eau à l'opération Citadelle menée par la Wehrmacht il y a 80 ans dans le secteur du saillant de Koursk. C'est-à-dire qu'on allait avoir une offensive... Alors, une fois encore annoncé à grand renfort de publicité sur les matériels. On allait introduire enfin les matériels occidentaux et notamment les fameux chars allemands Léopard. Et puis, ça devait être, entre guillemets, des Wunderwaffen qui allaient percer le front et amener l'armée ukrainienne sur les bords de la mer d'Azov. Or, étant donné la qualité et surtout... La façon dont l'armée russe se montre la digne héritière de l'armée rouge dans son système défensif en profondeur, eh bien, on a pu assister uniquement à quelques prises de villages, même pas sur la première ligne, sur ce qu'on appelle la zone grise, sur la zone de contact initial, et à aucun moment depuis 2 mois, on a vu la première ligne russe être enfoncée par quelque élément que ce soit du côté ukrainien. Donc, c'est un échec complet, un échec opératif, dont on peut se dire qu'il était prévisible au vu des forces en présence, et notamment parce qu'on n'a jamais vu une offensive de ce genre se développer sans appui aérien. L'armée de l'air ukrainienne aujourd'hui peut peut-être donc envoyer quelques Storm Shadow ou quelques Scalp sur l'arrière-front de l'armée russe, mais étant totale incapacité de soutenir les opérations au sol par des missions d'appui rapprochées. Donc, elle n'avait quasiment aucune chance de déboucher sur autre chose que ce qu'on peut constater aujourd'hui. Mais l'armée de l'air russe, elle peut faire quelque chose? Alors, l'armée de l'air russe, aujourd'hui, on la voit faire depuis maintenant presque 3 mois quelque chose qui, encore une fois, était inattendu aux yeux des observateurs occidentaux notamment, c'est qu'elle emploie ces fameuses bombes guidées, puisqu'elle a modifié une partie de son arsenal de bombes classiques de 500 kilos à 1 tonne, en leur adaptant des systèmes de navigation. Et grâce à cette nouvelle arme, en tout cas cette arme qui a bénéficié d'une mise à jour, elle est capable de bombarder avec une précision très importante, à la fois la ligne de front, mais aussi l'immédiat arrière-front, là où sont les concentrations d'unités ukrainiennes avant qu'elles passent à l'assaut. Et là, on a vraiment affaire à ce que les Américains ou les Anglo-Saxons appellent un game changer sur le plan tactique. En ce qui concerne Bakhmout-Artemievsk, Bernard-Henri Lévy a parlé de cheval de Troie à l'envers. Pensez-vous que Kiev soit en état de reprendre la ville, ce qu'elle essaie de faire depuis 3 mois maintenant, si je me trompe? Oui, alors on assiste effectivement à une opération qui semble mobiliser une part importante de l'effectif ukrainien aujourd'hui, de part et d'autre de Bakhmout, Artemievsk, et on voit que le grignotage qui s'opère, là encore, n'apporte que quelques succès tactiques à l'armée ukrainienne et toujours pas de succès opératif. On a vu effectivement les Russes reculer
de manière tout à fait ordonnée, notamment au sud, dans le secteur de Klishivka. Mais aujourd'hui, Klishivka est encore entre les mains des Russes. Idem dans le secteur sud, où là, les efforts, semble-t-il, se sont d'ailleurs ralentis depuis quelques semaines, hein, notamment autour de la ferme Sako et Fantseti, où les Ukrainiens ont tenté de faire une pince nord et où leurs efforts n'ont pas été récompensés par des gains de terrain substantiels. Et donc aujourd'hui, on voit que certes, ça mobilise un effectif russe important pour défendre ses abords nord et sud de Bakhmout-Artemiov, mais ça n'a toujours pas débouché sur le moindre succès opératif. Et je pense que, étant donné l'usure de l'armée ukrainienne sur le reste du front, ce sera très compliqué pour que ça débouche sur quelque chose de significatif pour les Ukrainiens. Vous parliez au début de notre entretien de l'armée russe, donc sur le front nord, dans la région de Kharkov, qui semble avoir repris l'initiative sur certaines parties du front. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce qui se passe? Alors les Russes ont surpris tout le monde en montant une opération de franchissement de rivière à l'est de l'Oskol, au nord de la poche du saillant qu'ils maîtrisent dans le secteur de Svatovo-Kremena. Et donc là, à la surprise générale, ils ont réussi à franchir un petit affluent du Seversky Donetsk pour se diriger donc vers l'Oskol, hein, qui est entre guillemets la frontière naturelle entre l'oblast de Louhansk et celui de Kharkov. Et là, ils ont réussi non seulement à faire cette opération de franchissement. On se souvient que l'année dernière, certains observateurs occidentaux se moquaient un peu bêtement des capacités de l'armée russe à mener de telles opérations. Donc là, ils ont mené cette opération avec succès en surprenant les Ukrainiens et en réussissant à pénétrer à peu près de 5 à 6 kilomètres en fonction des secteurs du front où ils ont décidé d'attaquer. Et aujourd'hui, on assiste à quelque chose qui était prévisible, c'est-à-dire que les Ukrainiens sont obligés de redéployer des moyens dans ce secteur pour éviter tout simplement l'effondrement du front. Hein, on n'est pas comme dans l'offensive ukrainienne au sud, où si la première ligne russe avait été atteinte, il en restait 2 autres. Là, les Ukrainiens ont été obligés d'opérer un roc opératif, de ramener du monde du sud, ce qui diminue leur capacité offensive contre l'armée russe dans le secteur de Zaporizhzhia-Donetsk, et donc de freiner in extremis les Russes pour le moment. Et on n'est pas certain que dans les semaines qui viennent, cette opération russe qui a donc rencontré un vrai succès tactique ne se transforme pas en succès opérationnel, parce que là, il n'y a pas de ligne de défense construite avec des fortifications, avec des réseaux de mines ou ce genre de choses du côté ukrainien. Donc si les renforts qui viennent d'être acheminés à la va-vite ne tiennent pas le front, on risque de voir le front tout simplement s'effondrer, un peu en miroir de ce qui s'est passé sur le front de Kharkov l'année dernière pour l'armée russe. Alors précisément, si admettons que l'offensive kievienne échoue définitivement, ça on le saura je pense dans quelques semaines, est-ce que la Russie aujourd'hui est en état de lancer une contre-offensive pour le coup qui soit un peu plus large que ce que l'on observe actuellement dans la région de Kharkov, quelque chose de plus global sur le front d'après vous? Alors, je pense que c'est une éventualité, mais je reste très circonspect par rapport au fait que les Russes soient intéressés par ce genre d'opération. Je pense que les Russes ont développé quelque chose qui surprend tout le monde, tous les observateurs, et moi le premier par rapport à leur approche opérationnelle depuis maintenant le mois d'octobre-novembre. C'est-à-dire qu'ils se sont placés dans une des rares circonstances qui avait été décrite par le grand penseur soviétique Svechine, c'est-à-dire qu'ils mènent une opération où on peut considérer qu'ils sont à l'attaque au départ, puisque c'est eux qui ont pénétré dans le territoire ukrainien les premiers, mais qu'ils se sont aujourd'hui placés en position défensive pour procéder à l'attrition complète de l'effectif ukrainien. Donc c'est très compliqué à comprendre au départ, parce qu'on attend toujours à ce que celui qui est à l'initiative d'une guerre soit toujours dans des opérations offensives. Et je pense que les Russes, très prudemment, et pour économiser leurs hommes, et on peut le comprendre, hein, parce que cette guerre est dévoreuse d'hommes, comme toute guerre de haute intensité entre États industriels, et donc ils ont décidé de la jouer un peu de manière surprenante pour nous tous, c'est-à-dire de rester principalement en défense et de laisser l'effectif adverse s'user contre ses défenses,
Et peut-être qu'une fois qu'ils auront estimé l'effectif de l'armée ukrainienne suffisamment diminué, ils passeront à une phase offensive, mais qui se déroulera, là, cette fois-ci, vraiment avec peu de résistance face à eux, et ce sera plus une occupation d'un terrain qu'une véritable offensive de combat, comme celle auquel l'armée rouge a pu se prêter dans la deuxième moitié de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez parlé des raisons de l'échec de l'offensive, notamment la manière dont la Russie s'est organisée sur le front sud avec cette défense échelonnée, mais dans plusieurs sources, notamment de la presse anglo-saxonne, on parle de l'inadaptation, voire de l'insuffisance de l'aide occidentale à l'Ukraine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors effectivement, en plus du problème donc d'absence de forces aériennes ukrainiennes pour appuyer les troupes au sol, on a effectivement un gros problème en ce qui concerne la nature des moyens de cette armée, qui doit s'appuyer sur des matériels qui viennent de plusieurs nations différentes, du matériel britannique, du matériel allemand, du matériel suédois, enfin bref, de presque tous les pays de l'OTAN. Et tous les observateurs de la chose militaire savent que d'emblée, ça va poser des problèmes tout simplement de logistique. C'est-à-dire que par type de matériel en provenance de systèmes industriels différents, vous devez multiplier la chaîne logistique. Et encore une fois, ce qui est ironiquement très drôle, entre guillemets, c'est de voir qu'on est comme dans la situation, encore une fois, de 1943, avec une Wehrmacht qui employait des matériels qu'elle avait pris à l'armée française, à l'armée tchèque, contre l'armée soviétique. Et bien là, c'est la répétition, de manière très surprenante, de cette même logique, c'est-à-dire qu'on a des chaînes logistiques qui sont multipliées. On a donc eu la nécessité d'instruire à la fois les hommes qui doivent servir ces matériels et puis bien évidemment de former les logisticiens pour faire tenir tout ça. Alors si on conjugue ce problème avec celui de la chaîne logistique la plus importante, qui est celle notamment des obus d'artillerie, on voit bien que les industries européennes et américaines ne sont pas capables d'en produire suffisamment pour soutenir les feux nécessaires à une offensive d'une telle envergure. Eh bien, on a le tableau de cet échec global auquel les Ukrainiens sont confrontés depuis maintenant 2 mois. Merci Sylvain Ferreira.